grand jury spécial, le professeur Baïdalaï Kane. Bonjour, monsieur le recteur. Bonjour, monsieur Kane. Parce que vous êtes le recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, précédemment recteur de l'université de Thiès. Vous êtes professeur titulaire des universités, spécialité langue, littérature et civilisation du monde anglophone, avec une double option africaine, anglophone et britannique. Vos autres fonctions universitaires que vous avez eu à occuper, celle de vice-président de l'Assemblée de l'Université Gaston Berger, directeur de l'UFR des lettres et sciences humaines, chef de département. Pour terminer cette présentation, vous avez été président de la commission enseignement et réforme de l'Université Gaston Berger. On peut rappeler aussi vos fonctions de représentant de cette université dont vous êtes le recteur aujourd'hui, au comité technique spécialisé de lettres et sciences humaines du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES et d'enseignant-chercheur honoraire de l'Université de Wisconsin-Madison aux États-Unis d'Amérique. Monsieur le recteur, le budget de l'UGB a été justement rejeté il y a quelques jours. Le SAES, syndicat majoritaire, a justifié sa position par le fait que la dotation de 4,6 milliards CFA de l'État est insuffisante. Le blocage est-il levé aujourd'hui? Disons que le blocage est en passe d'être levé. Permettez-moi d'abord, j'ai une omission, je voudrais saluer l'ensemble de vos auditeurs et de vos auditrices. Donc concernant le budget, le blocage est en voie d'être levé parce que naturellement, lorsque l'Assemblée de l'Université a décidé de ne pas voter le budget, nous avons fait rapport à la hiérarchie et nous avons un retour du ministère de l'Économie et des Finances qui est un retour assez rassurant, donc qui a expliqué les raisons pour lesquelles il était difficile dès à présent de mettre à disposition un budget sur 12 mois, mais que les dispositions étaient en train d'être prises pour l'équilibrage des budgets des universités. C'est dans le cadre, ça fait partie d'ailleurs des négociations. Et ensuite, quoi qu'il arrive, c'est une lettre, donc c'est quelque chose d'écrit qu'on va soumettre à l'Assemblée de l'université. Les conditions seront prises pour que la prise en charge que ces questions-là soient prises en charge et qu'on puisse couvrir les 12 mois, au moins en ce qui concerne les charges salariales et qu'il y ait un minimum de fonctionnement. Quelle est la conséquence, l'impact de ce qui s'est passé, le blocage, sur le fonctionnement de l'université? Disons, un budget qui n'est pas voté, c'est quand même quelque chose de sérieux, mais il faut comprendre un peu la réaction de la communauté universitaire. Les universités sont dans une situation un peu difficile du point de vue de la couverture budgétaire, parce que des budgets qui couvrent à peine 8 mois. Donc c'est lié un peu à la montée en puissance, notamment au plan effectif des personnels, charges salariales, mais également fonctionnement. Or, les budgets n'ont pas augmenté depuis un certain nombre d'années. La conséquence d'un budget qui n'est pas voté, c'est qu'en principe, ce qui peut être exécuté, c'est limité à l'incompressible minimal, c'est-à-dire les salaires, mais au plan fonctionnement et autres aspects, a priori, l'agent comptable ne devrait pas, avant le vote du budget, donc financer. C'est une situation fâcheuse. Absolument, on peut le dire ainsi, mais heureusement qu'il y a quand même une certaine flexibilité dans la gestion. Et l'on comprend que l'université est un secteur quand même relativement sensible et qui doit fonctionner, parce qu'on a les jeunes de ce pays qu'il faut former. Et dans ces conditions-là, tout le monde comprend que de bon sens, on ne peut pas décider de tout arrêter. Donc c'est pour cette raison qu'il y a quand même des mécanismes qui nous permettent de fonctionner et j'espère très rapidement convoquer l'Assemblée de l'université, resoumettre le budget avec la note qui nous est envoyée par le ministère de l'Économie et des Finances et que j'espère que cette fois-ci la communauté sera rassurée et que l'Assemblée de l'université va voter le budget. Nous allons profiter quand même de ce 8 mars avant de revenir sur les questions universitaires.
pour rendre hommage aux femmes, d'autant plus qu'elles sont bien représentées ici. Elles font partie de vos collaborateurs en tant que recteur. Le 8 mars, Journée internationale de la femme, un peu de routine, ou est-ce que vous sentez une rupture, une amélioration de la situation féminine au Sénégal? Oui. Il faut dire d'abord que le Sénégal, de manière générale, a eu la chance d'avoir des femmes qui ont toujours été performantes. Même si la grande préoccupation, c'est qu'elles ont été minoritaires. Mais les données sont en train de changer. Toutes les enquêtes, qui ne sont pas compliquées d'ailleurs, montrent que plus on descend dans les ordres d'enseignement, en allant vers l'élémentaire, on voit que les filles deviennent plus nombreuses. Parce que la scolarisation des filles, l'État du Sénégal a quand même fait des campagnes assez importantes depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, même en milieu rural, les filles vont à l'école et réussissent très bien. Et même, il paraîtrait, d'après les statistiques, qu'elles réussiraient mieux. Donc, c'est pour dire que ces filles-là vont un jour arriver vraiment à d'autres responsabilités. Et c'est tant mieux, parce que nous le savons, hein, comme avait dit l'autre, les filles, c'est la moitié du ciel. Mais en réalité, elles sont même plus que la moitié du ciel, parce que toutes les statistiques montrent que les femmes sont plus nombreuses. Est-ce qu'elles sont plus que la moitié ici à l'UGB? Non, le corps professoral, l'encadrement administratif? Non, malheureusement. Les effectifs donnent un ratio d'un tiers de filles pour le moment à l'UGB. Malheureusement aussi, les femmes enseignantes, nos collègues, sont encore moins nombreuses, même si il y a une amélioration. En tout cas, à l'UEC Gaston Berger, il y a une conscience claire, hein, et ça, mes prédécesseurs ont été vraiment très systématiques dans cette prise en charge de la dimension genre. Et moi-même, dans ma feuille de route, dans le cadre des réaménagements que j'ai fait, il y avait une commission genre, mais on a mis en place une cellule genre et équité. Parce qu'en fait, le plus important, c'est l'aspect équité. Ce n'est pas seulement les filles où on a des handicapés, il y a même des hommes aussi qui sont dans des situations de difficulté. Parce que l'enjeu, c'est quoi en dernière analyse? C'est de créer les conditions de réussite de tout le monde, qu'il y ait égalité des chances. Et actuellement, justement, il y a de grandes manifestations qui sont en cours. Et il y a un travail qui est en train d'être mis en place pour que même dans les infrastructures, en construisant, qu'on tienne compte des handicapés. Aujourd'hui, quelles conditions doit-on réunir pour aider les filles à mieux réussir? Parce que nous sommes dans une société, qu'on le veuille ou pas, qui est encore essentiellement patriarcale. Donc, compte tenu de ces facteurs, les femmes ont des charges ménagères qui diminuent un peu leur temps de révision, de préparation des cours. C'est pourquoi l'université, où maintenant les étudiantes passent une bonne partie du temps, doit accorder une attention particulière à ces facteurs qui, par-delà la dimension genre, posent une question d'équité. Et justement, aussi de formation, de permettre à toutes les ressources humaines ou au maximum de ressources humaines d'être bien formées. Vous préférez l'équité à la parité? Je dirais oui. Même si la question de la parité, moi je considère la parité comme un mécanisme qui doit aider peut-être à une bonne prise de conscience de la promotion de la femme. Mais objectivement, je suis beaucoup plus pour l'équité, plutôt que vraiment créer les conditions de réussite. C'est plus important que d'imposer tout de suite la promotion. Voilà, avec une bonne politique d'équité, on va arriver certainement à la parité, et peut-être même demain, qui sait, les femmes seront plus nombreuses et peut-être que c'est les hommes qui vont revendiquer la parité. N'est-ce pas? Le grand jury de la RFM a le plaisir de recevoir professeur Baïdalaï Kane, recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Nous allons revenir au budget, les ressources de l'UGB, une université lourdement endettée. Comme toutes les universités, bon, disons que oui,
endetté parce que vis-à-vis de fournisseurs, vis-à-vis d'un certain nombre de partenaires, tels que les structures sanitaires et autres, comme toutes les universités, comme beaucoup de structures. Mais cela n'inquiète pas outre mesure. Le plus important, c'est d'avoir des politiques cohérentes. Nous nous y employons, nous avons des stratégies d'élaboration de plans de trésorerie. Nous discutons avec nos partenaires. Là où les dettes sont lourdes, nous avons commencé de bonnes planifications pour la mise en œuvre de moratoire. Et je pense que l'un dans l'autre, en tout cas si l'État fait des efforts complémentaires, en plus de la stratégie, parce que ça c'est un point très important, il faut que les universités comprennent. D'abord que l'État comprenne, et ils l'ont compris, que l'université a besoin de beaucoup de moyens. Mais les universités ont compris, en tout cas nous avons compris que l'État ne pourra jamais tout faire parce que la formation et la recherche sont particulièrement gourmandes, ont besoin d'énormément de moyens. Or, l'université peut générer énormément de ressources. Justement, avant d'arriver aux ressources additionnelles, oui. à combien s'élève la dette? Est-ce qu'on ne court pas le risque, l'université étant endettée, de se retrouver dans la situation un peu de nos hôpitaux à un moment donné, qui ont traîné une dette de 15 milliards de francs CFA? Aujourd'hui, même les petites universités, comparées à Dakar, nous franchissons, si vraiment nous cumulons toutes nos dettes, nous franchissons le milliard. Maintenant, c'est encore gérable. Oui, c'est gérable, tout à fait. C'est encore gérable. Mais ça reste quand même lourd parce que les budgets sont insuffisants. Dans ça, il faut dire que l'État lui-même s'est engagé à payer une partie de ces dettes-là. Un audit des dettes avait été fait, validé. Donc l'État s'est engagé à payer une partie de ces dettes. Donc si cet engagement est respecté, les dettes devraient revenir à des niveaux peut-être gérables. Et bien sûr, nous, notre responsabilité, c'est d'avoir des stratégies de résolution de ces dettes progressivement. Mais avec les budgets que nous avons actuellement, évidemment, si on ne peut pas payer le présent, il est difficile de gérer le passé. Et quelle est la stratégie que vous avez mise en place pour justement générer des ressources qui vous permettent de contourner un peu ce handicap? La première stratégie, c'est au plan managérial. C'est déjà dans l'organigramme de mettre des structures dont le rôle, quand ces agents-là viennent à l'université le matin, c'est des techniciens, c'est de se dire à 8 heures quel est mon travail. Mon travail, c'est de réfléchir à la génération de ressources. L'université Gaston Berger a un potentiel extraordinaire. Nous avons 30 hectares de fermes. Nous avons aujourd'hui plus d'une dizaine d'agrégés en santé. Et tout UFR, tout enseignant est potentiellement un producteur de richesse, par l'offre de formation, par la consultance, etc. Ils le font, c'est tout ça qu'il faut capitaliser et avoir des politiques cohérentes. Il y aura des partenariats publics-privés. Donc, il y a des démarches qui ont expérimenté ailleurs. La mise en place de fondations, tout ça, c'est des choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Des ateliers se sont réunis, des politiques sont en train d'être élaborées. Donc, disons, c'est des innovations majeures, en tout cas, de manière structurée, avoir une petite génération de ressources. Et nous sommes très optimistes. Aujourd'hui, notre ferme agricole doit pouvoir. Nous avons des agronomes, aussi bien en production animale qu'en production végétale. Si vous visitez la ferme, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses que les gens peuvent produire et vendre. L'enseignement adapté à son milieu, quoi. Exactement, exactement. Parce que c'est une pierre plusieurs coups. Lorsque des agronomes sont dans la ferme agricole, c'est un champ d'application où les étudiants vont appliquer ce qu'ils ont appris en théorie dans les salles de classe et un peu de manière pratique dans les laboratoires, parce que la ferme agricole aussi, c'est un laboratoire. Mais en étudiant, on produit des richesses. On produit la production animale, la production végétale. Rien que les étudiants, c'est 10 000 clients pour consommer les restaurants du Crous, sans parler de toutes les opportunités. Vous avez atteint l'autosuffisance alimentaire à l'UGB. On devrait l'atteindre. On ne l'a pas encore atteint malheureusement, mais on va y arriver. Mais je vous donne un autre exemple. Aujourd'hui, que ce soit de la Mauritanie, de la vallée du fleuve, le Fouta, peut-être même jusqu'à Bakel, etc., les gens passent devant le portail de l'université pour aller à l'hôpital principal,
pour un scanner, pour des radios, pour des électro, donc pour des consultations d'exploration. Aujourd'hui, nous avons presque toutes les spécialités. Dans le cadre du contrat de performance de l'université, nous avons des moyens financiers qui nous permettent d'acquérir du matériel scientifique et du matériel d'exploration médicale. Mais pourquoi? Et justement, on travaille sur ça. Une clinique de l'université Gaston Berger qui ferait ce travail et que tous les clients, entre guillemets, qui passent devant notre porte pour faire 300 km complémentaires s'arrêteraient là, seraient bien traités. Et je vous assure que nos collègues, c'est des gens absolument compétents. Très bien. L'argent, le nerf de la guerre, mais la loi cadre aussi est devenue le nerf de la guerre dans l'espace universitaire, avec la grève du SAES, le syndicat majoritaire des enseignants du supérieur. Les 5 universités sénégalaises sont pratiquement paralysées par cette grève depuis quelques jours. L'UGB est vraiment impacté par ce mouvement? Oui, tout à fait, comme toutes les autres universités. Mais je dois dire que la loi cadre, c'est vrai que la situation actuelle est très gênante, elle est difficile, mais ce qu'il faut comprendre, en tout cas moi je suis optimiste. Je considère que si les gens communiquent mieux, échangent mieux, on se rendra compte que le niveau de divergence n'est pas là où certains pensent qu'il est. Je vous donne un exemple simple. Le SAES, qui est aujourd'hui en grève, n'a jamais dit qu'il était contre la loi cadre. Pas contre la réforme. Pas contre les fondamentaux de la loi cadre. C'est certains aspects. Oui, comme par exemple la composition du conseil d'administration. Oui, mais le conseil d'administration, si vous voulez qu'on en parle, justement, ça c'est l'exemple type de manque d'échanges larges et approfondis pour se rendre compte qu'on peut s'entendre très rapidement sur cette question. Il y a 2 aspects. Oui. Premier aspect, c'est la parité dans la composition du conseil d'administration. 20 membres, 10 internes, communauté universitaire, 10 externes. Certains ont posé le débat sous l'angle de la parité même qui présente une préoccupation, en se disant non, c'est 50%, 50%. Décidément, la parité pose problème, quoi. Tout le temps, tout le temps. Donc, considérant qu'en vérité, il devait y avoir plus d'universitaires. Mais si on comprend pourquoi on a décidé de mettre en place un conseil d'administration, on devrait se rendre compte que cela peut ne pas être une source de problème. Parce qu'à côté du conseil d'administration, il y a un organe très important dont on ne parle pas souvent, c'est le conseil académique. Or, quand on parle des libertés académiques, et si on comprend ce que signifient les libertés académiques, on devrait comprendre que le centre névralgique des libertés académiques, c'est le conseil académique. C'est le pédagogique, c'est le scientifique, donc tout ce qui touche à l'académique de manière générale. Et ça, le conseil académique est constitué en grande majorité d'universitaires, pour ne pas dire la quasi-totalité. Et les enseignants-chercheurs sont la grande majorité. Et c'est là que se décident les questions pédagogiques, les questions scientifiques, etc. Mais sur le conseil d'administration, c'est quoi votre sentiment profond? Est-ce que vous pensez que le SAES a peur, a raison d'avoir des craintes par rapport à sa composition? Oui. Est-ce que vous avez une solution? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'ai une solution, je n'ai pas ce pouvoir-là. Oui. La preuve, c'est qu'il y a des négociations qui se passent ailleurs, actuellement. Oui, regardez, la crainte du SAES est liée au dernier alinéa de l'article 7 de la loi cadre, que j'ai ici sous les yeux, qui dit que les membres externes du conseil d'administration donc sont nommés sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur, point. La crainte, c'est lorsqu'on nomme des membres extérieurs, que l'on puisse amener à l'université des gens qui peut-être ne connaissent pas bien l'université, peut-être qui sont dans d'autres dynamiques. Avec des risques de politisation. C'est exactement la crainte du SAES. Or, le gouvernement a fait quelque chose d'important quand même pour rassurer. Il y a une circulaire explicative qui est sous forme d'un projet. Et qu'est-ce qui est proposé? Qu'est-ce qui est dit textuellement? Le gouvernement a dit, nous voudrions rassurer les universités pour leur dire
que les membres externes seront proposés par les universités. Autrement dit, celui qui va être président du conseil d'administration, qui va venir du monde socio-professionnel, notamment des entreprises, c'est l'université Gaston Berger qui connaît ses partenaires, ceux qui s'intéressent à l'université Gaston Berger, ceux qui connaissent l'université Gaston Berger, ceux qui peuvent apporter quelque chose pour l'université Gaston Berger, c'est parmi ces gens-là que l'université Gaston Berger va choisir et proposer au gouvernement. Oui. Et le gouvernement a écrit noir sur blanc. C'est pourquoi la solution, pour ne pas être trop long, c'est les textes d'application. La loi, c'est un cadrage global qui n'entre pas dans les détails. Aujourd'hui, on peut aller vers des décrets d'application qui vont écrire noir sur blanc ce que le gouvernement a mis dans sa circulaire explicative. Et moi, la solution, c'est on a nos 10 internes. Si on dit externe, on va 2 qui viendraient du monde des entreprises, 2 qui viendraient des collectivités locales, 2 qui viendraient des structures de recherche qui sont des collègues. Moi, j'étais recteur de l'Université de Thiès où nous avons un conseil d'administration. C'est ces gens qui étaient là. Un représentant des parents, un représentant des alumni. Si toutes ces personnes-là, pour l'essentiel, sont proposées par les universités sur la base des partenariats avec les universités, que le ministre ne ferait qu'entériner, c'est l'engagement, on l'écrit dans le décret. Moi, je pense que ça signifierait qu'on a 18, non plus 10 personnes internes, mais 18 personnes qui sont des gens que les universitaires eux-mêmes auraient choisi, qui viendraient se rajouter pour faire 20, le représentant du ministre, nous l'avons déjà à l'Assemblée de l'université. Le représentant du ministre de l'économie et des finances, nous avons besoin de lui pour qu'il comprenne que nos budgets ne suffisent pas, si c'était le cas. Donc l'un dans l'autre, moi je pense qu'avec les décrets d'application, on devrait pouvoir assurer suffisamment les collègues. Donc, mais le SAES a raison de dire que nous voulons des garanties pour éviter que l'université peut-être soit submergée par des gens qui ne comprennent pas le système universitaire et que cela bloque un peu le système. Pour vous, la demande du retrait pur et simple de la loi cadre est une position maximaliste? En tout cas, je sais que ce n'est pas facile. Je le dis avec autant d'aisance que j'ai eu à le dire à des collègues, pour ne pas dire camarades, parce que je rappelle quand même, je suis obligé d'être en retrait, mais je revendique quelque part le CES comme organisation démocratique dans ce pays à laquelle je tiens beaucoup. Ce que je sais, moi je ne suis pas le gouvernement, c'est le gouvernement qui décide, mais quand même je puis dire que c'est une situation un peu difficile. Le temps du partage peut-être a un peu manqué pour que les gens auraient pu discuter largement, se rassurer les uns et les autres. Ce que le gouvernement a mis dans sa circulaire explicative aurait pu en amont vraiment apparaître clairement et sur la base de consensus avancer. Mais aujourd'hui, quelle est la réalité? Une loi est votée par l'Assemblée nationale, elle est promulguée par le président de la République, elle est en voie d'être publiée dans le journal officiel. C'est à cette étape qu'on dit qu'il faut retirer la loi. Bon, ce n'est pas moi qui dis que... Je ne dis pas que c'est impossible ou que c'est possible, mais je sais que ce n'est pas simple. Si on vous suit, vous préconisez les décrets d'application pour éviter d'arriver à... Parce que je pense sincèrement que, pour parler honnêtement et clairement, nous sommes dans un état et... il y a certaines erreurs, quand on les commet, il est important de voir comment les gérer. Moi, je serais plus à l'aise que l'État écrive noir sur blanc dans les décrets d'application des choses qui rassurent les universitaires. Encore une fois, j'insiste, les préoccupations du SAES sont des préoccupations légitimes. Mais donc le SAES a besoin d'être rassuré. Il faut rassurer le SAES et maintenant se donner 2 ans, 3 ans. Dire qu'on va évaluer. Et au bout de ça, s'il faut modifier la loi, s'il faut faire autre chose, on le fait. Mais si dès à présent, on peut vraiment rassurer
Et donc, excusez-moi de l'expression, ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire rassurer les universitaires par rapport au conseil d'administration et aussi ne pas pousser à l'extrême d'une loi votée et promulguée qu'elle soit retirée. Si on peut trouver vraiment un juste équilibre, je serai plus à l'aise parce que aussi la citoyenneté, le civisme et la République m'intéressent. Vous avez fait partie justement des 5 experts chargés d'élaborer le document de stratégie nationale pour l'enseignement supérieur au Sénégal qui a précédé la réforme dont on parle aujourd'hui. Le SAES dit qu'il y a la loi cadre, mais il y a la loi d'orientation qui est la constitution, quelque part, de l'enseignement supérieur au Sénégal. Est-ce que vous pensez que, quelque part, le gouvernement a mis la charrue devant les bœufs? Bon, disons... En faisant adopter d'ailleurs cette loi cadre en procédure d'urgence. Bon, vous savez, d'abord, dans l'agencement, l'idéal aurait été effectivement de voter ou de faire voter la loi d'orientation et puis voter la loi cadre. Cela n'a pas été fait, je ne porte pas de jugement de valeur sur ça, mais il faut reconnaître aussi que le vote de la loi cadre, pour qui lit la loi cadre, en vérité, ça ne gêne pas outre mesure, je veux dire dans l'ordre. Parce que la loi cadre ne fait que réactualiser ou bien adapter des textes déjà existants. Des textes déjà existants. Parce que nous avons quand même des textes qui régissent l'organisation et le fonctionnement des universités. Or, la loi cadre apporte quelques modifications sur l'organisation et le fonctionnement des universités. Là, à l'Université Gaston Berger, au moment où je vous parle, nous avons une assemblée d'université. Cette assemblée d'université devra être remplacée par 2 organes, en l'occurrence le conseil d'administration, organe d'orientation, et le conseil académique, qui est un autre organe délibérant aussi, notamment en ce qui concerne les questions académiques. Donc, autrement dit, ces réaménagements-là ne sont pas venus, c'est des réaménagements, donc ce n'est pas des nouveautés totales. Sinon, dans l'agencement, c'est vrai, on aurait dû préférer stabiliser la loi d'orientation et puis toutes les lois et autres décrets auraient pu suivre. Mais ici, dans ce contexte, ce n'est pas un grand problème. Dans le cadre de la réforme de l'enseignement supérieur, il y a aussi la nouvelle carte universitaire. Vous avez participé à son élaboration. À quoi renvoie cette nouvelle carte universitaire? Cette carte universitaire, elle est extrêmement importante et urgente. Parce que, regardez, lorsqu'on ouvrait cette université en 1990, il y a eu un grand débat qui a précédé. N'oubliez pas que la construction de cette université est terminée depuis les années 70. C'était sous Senghor. Et les gens... seulement ouverte en 90. Le 2 janvier 1990. Beaucoup plus tard. Ouais. Et l'orientation qu'il fallait donner à cette université avait fait débat. Parce que l'université de Dakar, en 90, avait déjà saturé, avait dépassé ses capacités d'accueil. Donc, l'option initiale, c'était l'option désengorgement de l'université de Dakar. Mais certains d'autres voix sont élevées pour dire attention. Désengorger peut amener à reproduire les difficultés de Dakar. Donc on va faire 2 choses. 1, créer une nouvelle race d'universités, si vous permettez l'expression. Des universités d'excellence, avec des flux maîtrisés, un environnement de travail qui permettent d'avoir d'excellents résultats et de former des ressources humaines de qualité et de haut niveau. Finalement, c'est ce qui a prévalu. C'est ce qui a permis à l'Université Gaston Berger même de bénéficier d'un numerus clausus, qui a donné les résultats que nous connaissons. Ça veut dire quoi pour le commun des mortels? Oui, pour le commun des mortels, c'est, on fixe le nombre, pour parler très simplement, c'est l'Assemblée de l'université, qui chaque année, sur la base des capacités d'accueil, fixe le nombre de bacheliers à recruter. Voilà, donc c'est ça qu'on a fait jusqu'à l'année dernière, où le numerus clausus, d'une certaine manière, a été levé, bon, ce qui ne signifie pas que la notion de capacité d'accueil est désormais ignorée. Donc ça aussi, je pense qu'aller dans cette interprétation-là, c'est aller trop loin. Donc en créant cette nouvelle race d'université,
il fallait parallèlement aider l'université Cheikh Anta Diop de Dakar à revenir à des proportions favorables à la performance. Et pour faire ça, il fallait élargir la carte universitaire. Parce que le grand problème du Sénégal, c'est qu'un atout a eu des inconvénients majeurs. Avec le plan décennal de l'éducation et de la formation, on a eu le taux de scolarisation a explosé. Nous avons eu des lycées de proximité. Moi, j'ai eu mon entrée en 6e à Matam, le lycée le plus proche de moi, c'était le lycée Faidherbe. Donc j'ai dû venir ici, je n'avais même pas 12 ans. Ouais. Alors, mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, même le village a un lycée. Ouais. Et les familles laissent même les filles aller au lycée. Ouais. Aujourd'hui, ce sont ces jeunes, pendant la décennie 2000, c'est ces jeunes qui sont arrivés au baccalauréat. Mais les universités ne sont pas préparées à les accueillir. Dans un contexte paradoxal où le Sénégal est sérieusement déficitaire en matière d'étudiants. En matière d'accès à l'enseignement supérieur, le Sénégal est déficitaire. Et on parle de pléthore. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est parce que les capacités d'accueil, l'environnement de travail n'est pas favorable à recevoir un certain nombre de masses, enfin une masse d'étudiants. Par l'université de Dakar, l'université va jusqu'à 80 500. Au moment où l'université de Dakar avait une capacité d'accueil avant la livraison des derniers bâtiments exactement de 23 600 étudiants. L'université de Dakar était arrivée à 80 500 étudiants. Et pour l'UGB, avez-vous dépassé votre capacité? On ne peut pas dire ça vraiment. Parce que l'UGB l'année dernière avait 8 516 étudiants en formation non payante et 600 et quelques étudiants. Donc nous étions à 9 000. Cette année, nos estimations, parce que comme les inscriptions ne sont pas terminées, nous serons autour de 10 000 étudiants. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai, il y a eu des orientations massives dans les universités, mais il y a quand même dans le cadre du PGF-SUP, mais même avant le PGF-SUP, il y a quand même des constructions en cours. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de soucis, parce que souvent on pense seulement aux enseignants, on ne pense pas à l'encadrement. Donc il y a un manque d'enseignants, il faut y remédier, il faut aller très vite dans les constructions, il y a un certain retard. Donc, mais il faut aussi rentabiliser, optimiser l'existant. Dans les universités, souvent on dit qu'il y a un manque d'espace, il y a un manque de salles de cours, et on se rend ici, on a pris conscience de ça. On est en train de travailler sur la mutualisation de l'existant pour optimiser. C'est à l'issue de ce processus-là qu'on sera de manière objective le déficit. Et en ce moment-là aussi, voir des remédiations. Mais je crois que l'UGB devrait quand même, peut-être encore en tout cas cette année, je n'ai pas trop de soucis. On va en profiter d'ailleurs pour donner la parole à deux étudiants. Chacun une question. Okay, merci beaucoup. Bonsoir à toutes les personnes présentes dans la salle. Moi, tout d'abord, avant de poser une question, je ne vais pas dire même, je ne sais pas si c'est une question ou bien une contribution. Je préfère plutôt parler de la loi cadre que de poser une question de manière directe, si vous voulez. Maintenant, en ce qui concerne la loi cadre, parce que j'ai entendu une discussion autour de la position du CS, et je pense que la loi cadre, aujourd'hui, les étudiants constituent une partie prenante. Donc nous sommes concernés et je pense qu'aujourd'hui, on a notre mot à dire. Et après, parce que la loi a été votée depuis le 26 décembre 2014, mais depuis lors, la coordination des étudiants de Saint-Louis ne s'était pas prononcée parce que tout simplement, il fallait comprendre les enjeux d'une telle loi. Mais après une réflexion féconde, surtout par rapport à la crise actuelle de l'enseignement supérieur, qui est d'ailleurs profonde, parce que j'ai l'habitude de le dire, cette crise atteint l'université dans son esprit et dans son âme. Et maintenant, suite à une série de réflexions, nous, étudiants aujourd'hui de l'université Gaston Berger, étant une cible par rapport à l'application même de cette loi, nous sommes foncièrement contre. Et aujourd'hui, étant des représentants d'étudiants, on a pris la décision de rejeter la loi cadre. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comprendre. Vous ne l'avez pas incinéré? Pas encore, parce que nous sommes, comme j'ai l'habitude de le dire, la coordination des étudiants est une structure responsable et nous sommes aussi des citoyens. Nous ne sommes pas là je ne sais pas, à poser des actes vraiment allant dans le sens d'insulter qui que ce soit, mais aujourd'hui, en tant qu'étudiant et responsable,
on ne peut pas comprendre que l'université soit administrée par des personnes venant du monde socio-économique. Telle est notre position. Et aussi, par rapport à la composition des deux organes, parce qu'on ne peut pas comprendre une loi où les organes, je parle du conseil d'administration et du conseil académique, il n'y a que 2 étudiants. Les étudiants n'auront que 2 représentants. Et pour 10 000 étudiants, je parle de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, et je termine en prenant le contre-pied de monsieur le recteur lorsqu'il dit que l'université n'a pas encore dépassé la capacité d'accueil. La capacité d'accueil a été dépassée il y a de cela des années, lorsqu'il était même directeur de l'UFR, LSH. Parce que je vous rappelle, le ministre souvent utilise même l'UGB2 pour dire que pour justifier l'orientation des nouveaux bacheliers. Et je termine. L'UGB2, lorsqu'on posait la première pierre, l'ancien secrétaire général du CS, le professeur Aziz Ndiaye, était même le président de séance d'alors. C'est lui qui avait pris la parole pour parler au nom des étudiants. Bonsoir, je m'appelle Mansour Fall, membre de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Après l'exposé du président des séances sur la loi cadre, moi je m'en vais directement attaquer la capacité d'accueil au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Parce que comme vous le savez, l'université est composée de deux structure, à savoir le côté pédagogique et le côté social. Et aujourd'hui, au niveau du côté social, parce que au niveau du côté pédagogique, nous sentons nettement que l'université est en mesure, en tout cas, l'université peut encore gérer. Mais sur le côté social, aujourd'hui, nous avons 3548 lits sur 10 000 étudiants. Donc je me dis que l'université a dépassé ses capacités d'accueil. Parce que l'université, ce n'est pas seulement le côté pédagogique, mais à la fois le côté pédagogique et le côté social. Donc inviter M. le recteur à donner des explications nettes par rapport à cela. Parce que la capacité d'accueil au niveau pédagogique et au niveau social, je pense qu'également, ça reste. Merci beaucoup. Monsieur le recteur, les étudiants, on peut résumer leur intervention à 2 niveaux. D'abord, qu'ils sont contre la loi cadre en même temps que leurs professeurs. Et sur les effectifs aussi, ils pensent que la capacité d'accueil a été plus ou moins dépassée. En ce qui concerne la loi cadre, je les ai invités, c'est mes amis, là, les étudiants, à une discussion vraiment large sur la loi cadre. Parce que dire on est contre la loi cadre, c'est un peu peut-être général. Je voudrais donner une illustration pour montrer l'enjeu du conseil d'administration et pourquoi il faut un externe en 1 minute. Regardez, actuellement, une anomalie dans notre université, dans nos universités où il y a des assemblées d'université, le recteur est à la fois le chef du législatif, entre guillemets, et le chef de l'exécutif. En tant que président de l'assemblée de l'université, tout à fait. Il présente, est ordonnateur du budget, il présente l'exécution du budget qu'il a fait, et la structure qui contrôle, qui doit se prononcer sur l'exécution du budget, c'est lui qui l'a présidé. Ça, c'est un problème. Ouais. Le conseil d'administration, l'idée, c'est de séparer ces 2 tâches-là. Ouais, juger parti, quoi. Juger parti, exactement. Ça, c'est un grand problème. Le deuxième argument majeur pour le conseil d'administration, c'est l'ouverture de l'université. Moi, je viens d'une université où j'avais un président du conseil d'administration que je considère personnellement comme un des plus grands patriotes du Sénégal. Ce dont il faut se souvenir, c'est que les PCA des universités ne sont pas payés. Il faut donner son nom. Les bons exemples, il faut les... Monsieur Ousmane Joseph Diop, très bien, qui est PDG d'une structure ici au Sénégal, oui. En tant que PCA, ce que moi j'ai vu ce PCA faire, c'est avec toute son expérience de chef d'entreprise, c'est vraiment de faire des contributions très constructives, premièrement. Deuxièmement, il a doté les 7 établissements, chacun de serveurs et d'ordinateurs. Il travaillait au moment où moi je partais sur la dotation de bus. Nous avons validé des business plans. Nous avions commencé à contacter à Dakar, lui et moi, des sociétés de financement. Et lorsque, enfin, moi-même, par acquis de conscience,
j'ai dit qu'il faut quand même des jetons de présence. Parce qu'il y a des gens qui viennent de Dakar, ils mettent leur carburant, ils viennent, ils passent toute une journée à apporter des contributions, ils rentrent, tout ça c'est de leur poche. C'est symboliquement qu'on a mis une somme de 25 000 francs et une bonne partie des membres du conseil d'administration nous disait c'est notre contribution à notre université qui n'a pas de moyens. Ce que j'ai vu, c'est que ces gens, ce n'étaient pas des externes. C'est des gens qui considèrent l'université comme leur université. Mais monsieur le recteur, est-ce que les autorités n'ont pas intérêt à anticiper déjà? Parce que pour l'instant, on a entendu que les enseignants qui disent qu'ils sont contre la loi cadre en l'incinérant, en désertant les cours. Quand on entend des étudiants dire qu'on est contre la loi cadre, est-ce qu'il ne faut pas prendre langue rapidement avec eux? Oui, moi d'ailleurs, en tout cas en tant que recteur qui discute beaucoup avec nos étudiants, je leur ai dit et je leur répète que je vous offre la discussion sur la loi cadre. Vraiment qu'on en parle. Ils ont eu un excellent séminaire la semaine passée sur le mouvement étudiant. Ils ont retenu un certain nombre de thèmes sur la loi cadre, mais j'ai vu avant la fin du débat, ils ont déjà annoncé leur point de vue. Très bien. Les effectifs maintenant. Les effectifs. Oui, il faut reconnaître, dire qu'on est à l'étroit, ça on peut tomber d'accord. Mais ce qui ne serait pas juste, c'est de dire que la situation à l'UGB, et M. Fall, le deuxième intervenant, a parfaitement raison. Il faut faire la différence entre la situation au campus social et la situation au campus pédagogique. Au campus pédagogique, non plus, la situation n'est pas si simple que ça. Mais aujourd'hui, objectivement, ce dont je parle, ce n'est pas de l'abstrait. Moi-même, j'ai mis en place une structure représentative qui est présidée par le directeur de l'UFR de la santé et qui impliquait l'ensemble de nos établissements qui ont évalué les besoins en salles, amphithéâtres et autres. Et ce qu'ils ont dit, c'est qu'il y a 4 salles qu'on devait réceptionner. Si on réceptionnait ces 4 salles, on commençait à les utiliser, cette année reste gérable. Mais ces salles sont fonctionnelles. C'est parce qu'il y a grève qu'on ne les a pas occupées. Mais à côté de ces salles, il y a 12 autres salles qui seront finies au maximum dans 3 mois. Sans compter que nous venons d'avoir le feu vert, je l'annonce, que nous avions décidé de construire 4 salles préfabriquées avec financement. Nous avons notification il y a 2 jours que ces 4 salles-là, le ministère remet à disposition le financement. Là, le 11 mars, on va faire les dépouillements parce que l'appel d'offres avait été déjà fait, etc. Donc, c'est dire que l'un dans l'autre, du côté pédagogique, avec la politique de mutualisation et d'informatisation de la gestion des salles, c'est un travail rigoureux qui a été fait par une équipe qui ont dit, voilà comment on devrait gérer. Maintenant, du côté social, ils ont raison. Mais ça aussi, c'est des engagements de départ de l'université Gaston Berger qui poursuivent l'université Gaston Berger. Une université qui dit qu'on va loger tous nos étudiants, ça, c'est pas évident. En tout cas, j'ai fait beaucoup de pays qui ont beaucoup plus de moyens que nous. Ça, c'est très difficile parce que le rythme de construction des bâtiments, des pavillons pour l'hébergement ne devrait pas, à mon avis personnel, vraiment être un facteur de blocage si du côté pédagogique. Un étudiant peut être accueilli, orienté et faire des études. Est-ce qu'on devrait avoir le droit de dire qu'on ne le prend pas parce que là-bas, on ne peut pas le loger? À mon conclusion, sur cette question, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Ces efforts-là sont loin de pouvoir résorber le déficit, mais il faudrait que les gens posent le débat clairement, avoir des critères de priorité, loger le maximum d'étudiants possible, continuer à faire des efforts pour que le maximum d'étudiants soient logés, mais dire aussi la vérité, que certains étudiants ne peuvent pas être logés. Nous avons ici nos enfants. Nous sommes des parents qui sommes ici, mais nos enfants qui sont à l'université sont tous ici en train de s'entreposer avec les autres. Peut-être qu'ils ne sont pas prioritaires. Très bien. Monsieur le recteur, cela fait un quart de siècle que l'UGB existe, université d'excellence, un label vendu et même peut-être acheté. 25 ans après, le label université d'excellence est-il toujours de mise? Je le maintiens et je l'illustre. La question, est-ce que l'excellence n'est pas menacée? Si. Mais est-ce que, sur quelle base je dis que l'université Gaston Berger, jusqu'au moment où je parle, reste une université performante?
En tout cas, j'ai entendu du bon français de la part des étudiants. Bon, le reste, je ne sais pas. Voilà, et c'est rassurant. Je donne quelques illustrations très rapidement. Premièrement, aujourd'hui, au niveau mondial, il y a des unités de mesure de la performance dans les universités pour voir s'il y a qualité. Un, c'est l'efficacité interne, c'est les résultats. Aujourd'hui, si je cumule le taux de réussite et le taux de promotion, c'est-à-dire avec des passages conditionnels avec le système LMD, qui est un système souple, dans le premier cycle, malgré tout, on reste autour de 70 à 80%. Dans le deuxième cycle, on arrive à 80-90%. Si on met les taux de promotion, bon, maintenant selon les UFR, c'est des moyens que je donne, je ne suis pas en train de dire voici dans chaque UFR. Mais il y a des conditions, parce que je disais encore dans le cadre d'une rencontre plus tôt aujourd'hui, sans paix, il n'y a pas de développement. Aujourd'hui, ce qui secoue sérieusement l'UGB, c'est toutes les perturbations sur lesquelles je ne porte pas de jugement de valeur, qui ont des bases objectives, qui peuvent avoir toutes sortes de bases. Mais autre illustration, l'Université Gaston Berger a été labellisée cette année Centre d'excellence africain en MITIC, c'est-à-dire mathématiques appliquées et TIC. Après appel d'offres internationales, beaucoup d'universités sont entrées en compétition. 2 universités sénégalaises ont remporté haut la main cette compétition. C'est l'Université de Dakar pour la santé, médecine, l'Université Gaston Berger pour les TIC et les mathématiques appliquées. Cela signifie quoi? C'est 8 millions de dollars qui sont mis à notre disposition. Et c'est mon collègue, le professeur Moussalo ici, qui est le coordinateur de ce projet. Et les décaissements commencent. Pourquoi? Pour améliorer l'environnement et que nous soyons un pôle et nous allons fédérer beaucoup de structures. Oui. J'aimerais bien donner la parole quand même à un enseignant, au moins avec plaisir. Pour une intervention, parce que l'excellence, ce n'est pas seulement que pour les étudiants. Oui. C'est aussi pour les enseignants. Absolument. Il faut qu'on ait des enseignants de qualité aussi. Oui, absolument. Est-ce qu'il y a un professeur qui aimerait prendre la parole parmi vous? Bonjour Mamadou, bienvenue à l'IGB. En fait, c'est aller dans le sens de monsieur le recteur, hein, parce qu'un enseignement de qualité, c'est aussi des enseignants de qualité. Et l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, en fait, vraiment est un incubateur en termes d'enseignants de qualité, d'enseignement de qualité, avec, en fait, comme atout, plusieurs aspects, hein, notamment l'âge des enseignants, une université relativement jeune, avec des gens en fait qui viennent d'horizons divers, qui s'investissent en fait, qui sont à l'écoute de leurs étudiants. Parce que aussi, l'une des particularités de l'IGB, c'est aussi la proximité entre étudiants et enseignants. Et quand je dis proximité, c'est pas seulement négatif, c'est la possibilité de pouvoir toquer à chaque porte pour être reçu dans le cadre de l'encadrement. Parce que nous enseignons, mais aussi nous encadrons. Et les enseignants sont disponibles, ils sont là en fait. Parce qu'un bon enseignant, c'est quelqu'un normalement qui doit aider son étudiant à réussir. C'est vraiment. Et quand je dis aide, c'est pas la complaisance, hein, c'est l'encadrement, la présence quotidienne, c'est des questions pédagogiques, c'est des questions scientifiques. Et de ce point de vue-là, je pense que l'un des atouts de l'IGB, c'est d'avoir en fait cette possibilité de proximité entre enseignants et étudiants. Et voilà, et puis aussi un autre aspect qui montre en fait cette qualité des enseignants de l'IGB. Vous n'avez qu'à considérer les résultats enregistrés au niveau du CAMES, au niveau de l'agrégation, parce que c'est aussi des lieux d'évaluation des enseignants. Cette année, je n'ai pas le nombre exact, mais c'est un nombre quand même relativement important, comme dans les années passées. Nous faisons 100%, pas vous dire. Nous faisons pratiquement 100% dans beaucoup d'IFR. Et aussi, ça, c'est un label de qualité des enseignants. Et aussi, un autre critère, c'est en fait
les retours positifs quand les enseignants répondent à des appels à projets. Parce qu'au niveau international, la recherche, c'est aussi des appels à projets et les enseignants compétissent à travers le laboratoire et gagnent beaucoup d'appels à projets, qui signifie quand même qu'il y a de la qualité dans l'enseignement. Merci beaucoup. Monsieur le recteur, bon, je ne sais pas, mais Morfeuille a mis de l'eau dans votre moulin. J'espère qu'il n'y aura pas de complaisance entre vous en ne voyant que la qualité et peut-être quelques points noirs, non? Ça n'existe pas, non? Ah si, les points noirs, c'est l'environnement de travail. Nous avons des préoccupations. Il faut que les gens restent très vigilants. On a parlé des problèmes de budget et vous avez vous-même dit que c'est le nerf de la guerre. Quand on a un budget insuffisant aujourd'hui au plan du fonctionnement, nos UFR ont beaucoup de soucis. C'est pourquoi nous comptons beaucoup sur l'État pour quand même l'augmentation du budget, avoir des budgets de vérité qui couvrent 12 mois. Parce que la formation et la recherche sans moyens, c'est impossible. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, il faut dire que dans les universités, les moyens font quand même assez défaut. Heureusement qu'il y a le contrat de performance dans le cadre du partenariat État du Sénégal, Banque mondiale, qui permet de souffler parce qu'il y a quand même 5 milliards 447 millions de francs CFA mis à la disposition de l'UGB pour l'acquisition de matériaux et autres. Maintenant, pour les enseignants, je confirme en une phrase, nous avons d'excellents enseignants parce que les conditions de recrutement, c'est de bonnes conditions de recrutement. Monsieur Faye l'a dit, c'est un corps jeune. Nous avions 4 candidats à la grecque de médecine, ils ont tous réussi au LAME. Au CAMES, non, on n'est jamais descendu en deçà de 80%. Donc c'est vrai qu'il y a des soucis par rapport aux capacités d'accueil. Les étudiants, je ne vous dis pas que nous sommes à l'étroit, c'est la vérité, mais il faut dire que pour le moment, nous tenons encore. On prend 2 minutes. Question instantanée, réponse instantanée, à la limite oui ou non. Une université n'a de pertinence que si elle est articulée à la société qui l'entoure. Vous êtes d'accord? Absolument. Est-ce que vous avez contribué au plan Sénégal émergent? Oui, je pense que dans notre pratique de tous les jours, c'est la réalité. Le capital humain. Les ressources humaines de qualité, l'UEC Gaston Berger a toujours joué un rôle extrêmement important. Et pour moi, c'est la ressource la plus importante pour tout développement. Vous êtes professeur d'anglais, agrégé. Certains pensent que le Sénégal gagnerait à faire de l'anglais sa première langue officielle, d'autres au moins sa deuxième langue officielle. Qu'en pensez-vous? Bon, petite rectification, je ne suis pas agrégé, je suis docteur d'État et professeur tutélaire en études anglophones. Non, l'anglais, mais ça le pays l'a compris. Donc, est-ce que ça va être la première langue? Je ne crois pas que ce soit l'enjeu. Le français est un capital qui est là, qui est très important. À côté du français, l'anglais a toujours eu une bonne place. Deuxième langue officielle? Je crois que ce ne devrait pas être gênant parce que de toutes les manières, dans le monde d'aujourd'hui, sans l'anglais, on ne peut rien faire dans le domaine scientifique. La dernière chose, c'est que vous avez d'excellents résultats sportifs. Oui. C'est quoi votre secret? Notre secret, c'est le travail. C'est le travail et absolument, nous avons de réels motifs de satisfaction. Et j'espère que vos caméras vont montrer la Coupe du Sénégal de basketball et le trophée des champions. Et à l'Afro-Basket, bon, malheureusement, l'équipe nationale n'a pas pu aller très loin. Mais le capitaine de l'équipe nationale, c'est un de nos produits qui est docteur en économie. Parce que sport, études, pour nous, c'est important. Un peu à l'américaine, quoi. Oui, il faut aller vers ça. C'est capital et nous, on l'a formalisé. Il y a le statut de sportif de haut niveau qui a été défini par l'Assemblée de l'université, ce qui fait que nous, nos sportifs performants, on va travailler de plus en plus à les mettre dans de bonnes conditions. Et je vous dis que nous avons 3 rois, ils sont tous au moins jusqu'au niveau master. Et on a un d'entre eux qui est docteur, qui était récemment, vous avez vu le match à Bamako, le capitaine de l'équipe, c'était un docteur en sciences économiques de l'Université Gaston Berger. Gardez bien votre label d'université d'excellence. Merci, monsieur le recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, professeur des universités Baïda Laïkan, était l'invité de ce grand jury spécial. Merci encore une fois de nous avoir suivis.
et bonne fête des femmes à toutes les femmes du Sénégal et du monde. Merci, M. Khan.